La poignée a tourné avant que je puisse sonner. « Maman, entre vite. On est sur le départ. » Pas un câlin, pas un sourire. Ma valise pendait encore à ma main quand l'aboiement de Max a fendu le couloir. Il est arrivé en courant, a sauté sur mes jambes. Au moins, quelqu'un était content de me voir. Le salon était rempli de bagages. Le mari de ma fille fermait la dernière valise avec effort. Une odeur de parfum cher et de crème solaire m'a envahi comme un avertissement. « Les billets, le portefeuille, les chargeurs » disait-elle à la hâte. J'ai essayé de m'approcher avec la quiche et le pain que j'avais apporté. « J'ai fait ta préférée, ma chérie. » Elle m'a regardé comme on regarde un imprévu. « Maman, on a déjà déjeuné. Et puis tu sais, Max ne peut pas manger de quiche. » Ma main s'est figée en l'air. Les couverts que j'avais achetés en cadeau pendaient dans le sac. Elle ne les a pas remarqués. « Ah, et il y a les instructions, d'accord ? Croquettes, 2 fois par jour. Et surtout, ne le laisse jamais seul. » « Comment ça ?» Elle a souri, ce sourire poli et vide. « On va passer le nouvel an à l'île Maurice. Tu gardes la maison et Max. Il y a du vin dans le frigo. Tout va bien, n'est-ce pas ?» J'ai regardé les billets d'avion imprimés sur le comptoir. J'ai vu le nom de chaque membre de la famille, sauf le mien. Je suis restée immobile, l'odeur de la quiche mêlée à celle du rejet. Elle est passée à côté de moi en vitesse, tirant sa valise. « Salut, maman. Merci pour tout. » La porte a claqué derrière elle. Et moi, j'étais là, avec le chien, avec le dîner, avec le silence. Mais elle ne savait pas que, cette même semaine, quelque chose était sur le point de changer. Quelle causa qui ferait de Max le dernier de mes soucis. Je m'appelle Hélène. J'ai 58 ans et un talent rare, mettre tout le monde à l'aise, sauf moi-même. Pendant près de 3 décennies, mon rôle principal a été d'être la maman de Chloé. C'était mon badge invisible. Les gens me complimentaient pour mes efforts, ma patience, ma douceur. Ils disaient que j'étais une battante. Mais une battante sans armure saigne en silence. J'ai élevé Chloé toute seule. Son père a disparu avant même sa naissance. Il n'a jamais voulu savoir. Et moi, je me suis battue. J'ai fait des travaux de couture, des heures de ménage, j'ai vendu des gâteaux à la sortie de l'école. Peu importait ce que c'était, tant qu'elle avait un cahier neuf et un goûter dans son cartable. Je n'ai jamais eu le temps de rêver. Mes désirs prenaient la poussière sur la dernière étagère du placard, à côté des lettres que je n'ai jamais envoyées, des parfums bon marché que je n'ai jamais portés, et d'un billet pour Buenos Aires qui a expiré avant que je puisse l'utiliser. Je disais, un jour j'irai. Cet un jour est devenu une vie entière, mais je ne regrette rien. Ça fait juste mal quand je la regarde et que je réalise que Chloé a oublié. Elle a oublié les nuits que j'ai passées au pied de son lit quand elle avait de la fièvre. Elle a oublié les fois où j'ai sauté le déjeuner pour pouvoir payer les frais de son école privée. Elle a oublié qui lui a tenu la main pendant le bac, qui a cousu sa robe de remise de diplôme, qui est restée debout dans le public quand elle a reçu son diplôme. Les yeux brillants et sans un mot pour la mère célibataire qui avait rendu tout cela possible. Aujourd'hui, elle est avocate, bien mariée, avec un fils magnifique, une maison qui sent bon et des meubles de catalogue. Et moi, je suis la maman qui aide. Celle qui arrive quand il faut une babysitter, quand la femme de ménage est absente, quand la belle-mère ne peut pas venir. Je souris, j'apporte un gâteau, je garde le chien. Toujours disponible, toujours gentille. Sauf que, ces derniers temps, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça a été lent, comme un verre qui se craquelle sous la pression. De petits silences, des blagues subtiles, des regards qui se détournaient. Au réveillon de Noël précédent, Chloé m'a demandé d'apporter quelque chose de simple, parce que les invités étaient exigeants. À l'anniversaire de mon petit-fils, on m'a assise au bout de la table, loin des photos. Rien de tout cela ne m'a blessée en soi. Mais ensemble, ça fait mal, parce que j'ai toujours été présente, sauf qu'on ne m'a jamais offert de présent. Et maintenant, assise sur le canapé de son salon, avec Max sur les genoux et l'odeur de quiche froide dans l'air, je ne peux penser qu'à une seule chose. Peut-être que j'ai passé ma vie à croire qu'être mère suffisait pour être aimée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Si cette histoire vous a déjà captivé dans les premières secondes, imaginez ce qui va suivre. Ici, chaque vidéo est un choc de réalité et d'émotion. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je ne voulais pas être la vedette, ni l'héroïne de l'histoire. Je voulais juste une place à table. Je voulais arriver dans une maison, n'importe laquelle, et me sentir attendue.
Je voulais que quelqu'un me regarde comme si ma présence était une source de joie et non de soulagement. En vérité, mon plus grand désir a toujours été celui-ci, appartenir. Appartenir à la famille que j'ai moi-même construite avec des mains calleuses, des genoux usés à force de frotter le sol, une colonne vertébrale tordue à force de porter un bébé tout en lavant le linge d'une autre famille. Je rêvais de petites choses. Une carte avec mon nom. Un « Maman, tu as été incroyable ». Une invitation à m'asseoir, à manger sans me presser, sans être interrompue par un évier plein de vaisselle. Juste ça. Chloé a toujours été le centre de ma vie. Je n'ai jamais eu le courage de l'admettre, mais après son départ de la maison, quelque chose s'est éteint en moi. Le silence des matins, son odeur sur les draps, même ses cris d'adolescente me manquaient. Mais quand j'appelais, elle avait à peine le temps. Et quand elle l'avait, c'était toujours pour demander quelque chose. « Maman, tu peux aller chercher Léo à l'école ? Maman, tu peux plier le linge que j'ai laissé dans le panier ? Maman, tu peux dormir ici ce soir ? Julien va rentrer tard. » Au début, je trouvais ça touchant. Je me sentais utile. Mais peu à peu, j'ai réalisé que mon utilité n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. Le jour où c'est devenu le plus clair, c'est quand je lui ai demandé de dormir chez elle pour une nuit. Ma douche était en panne et ma maison en travaux. Elle m'a dit que ce n'était pas possible, qu'ils avaient des invités. C'était un mercredi ordinaire, pas un anniversaire, pas une fête. J'étais juste un dérangement. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en pleurant dans le bus, avec mon sac de courses sur les genoux. C'était pour lui préparer son dîner. Je suis arrivée chez moi et j'ai mangé seule, une soupe froide. Après ça, j'ai commencé à garder mes distances. Mais il suffisait qu'elle m'appelle pour que je revienne. Pourquoi ? Parce que je rêvais encore d'un geste, d'un changement, de quelque chose qui me ferait croire que je n'avais pas élevé une fille qui me voit comme un service. La vérité, c'est que je me suis toujours sentie coupable de désirer plus. Je pensais qu'être mère signifiait tout sacrifier, et que s'en plaindre était de l'égoïsme. Mais il y a une solitude qu'on ne peut pas expliquer, qui ronge de l'intérieur. C'est quand on est présent à tous les moments importants de la vie de quelqu'un, mais quand on a besoin de quelque chose, on se rend compte que personne ne se souvient qu'on a aussi une vie. Cette solitude a le goût du café froid, d'une serviette de toilette tachée, d'un matelas d'emprunt. Elle s'installe dans les petites choses, dans l'absence de votre nom, dans les remerciements de l'album de fin d'études, dans les messages génériques pour la fête des mères, dans le garde le chien pendant qu'on part en voyage. Et on avale tout. Parce que si on n'avale pas, que reste-t-il ? Rester seul par choix ? Dire non et risquer de perdre la seule famille qu'on a ? Alors, pendant des années, mon désir est resté caché. Mais il n'a jamais disparu. Il grandissait en moi comme un secret gênant. Et aujourd'hui, après les avoir vus partir en souriant, avec des valises chères et des promesses de soleil sur des plages lointaines, aujourd'hui, après avoir été ignorée, mise de côté et laissée avec un chien et une maison vide, aujourd'hui, il ne tient plus à l'intérieur. Je veux ce que je n'ai jamais eu, du respect. Je veux être vue, pas comme une gardienne, pas comme une babysitter, pas comme le prolongement de la bonne volonté de quiconque. Je veux être regardée dans les yeux par celle que j'ai élevée et être écoutée. Je veux être écoutée sans être interrompue, sans être corrigée, sans être pressée. Je veux un endroit où ma voix a autant de valeur que les autres. Cela peut sembler peu, mais pour moi, ce serait tout. Et s'il faut que je parte pour l'obtenir, je partirai. Parce qu'il y a une forme d'abandon plus cruelle que d'être laissé seul. C'est d'être entouré de gens et de se sentir quand même invisible. Et moi, j'en ai assez d'être invisible. Le premier soir, j'ai préparé une soupe. Rien d'extraordinaire. Juste une tentative de réchauffer la maison, ou moi-même. J'ai laissé la lumière de la cuisine allumée et je suis allée sur le canapé. Max est monté sur mes genoux sans demander la permission. Un petit réconfort de fourrure et de chaleur. La télévision faisait un bruit de fond, mais ma tête était ailleurs. Quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas seulement l'absence de Chloé. C'était autre chose. Un malaise plus profond. Comme si quelque chose n'allait pas. Quelque chose que je n'avais pas encore compris. C'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Elle était posée sur le comptoir de la cuisine, sous un magazine de voyage. Curieuse, je me suis levée. J'ai pris l'enveloppe avec précaution. Elle m'était adressée. J'ai reconnu l'écriture de ma fille. J'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il y avait un mot simple, impersonnel. Elle me remerciait de l'aider encore une fois,
et disait qu'elle me laissait une petite somme dans un tiroir de l'armoire de la buanderie pour couvrir les frais de Max. Presque comme si elle parlait à une employée. J'ai relu la phrase 3 fois. Couvrir les frais. Les frais. Le mot résonnait, comme si ma présence était un coût à compenser. Pas une marque d'affection, pas un honneur, un frais. Le lendemain matin, j'ai essayé d'ignorer. J'ai balayé la terrasse, arrosé les plantes, joué avec le chien dans le jardin. J'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai pris soin. Mais je ne pouvais pas oublier la façon dont elle avait écrit ça. Sans un « maman, merci pour tout ». Sans même signer avec amour. Juste « Chloé ». À la fin de la journée, en rangeant la cuisine, j'ai vu autre chose. Un mot collé sur la porte du frigo. Un planning. Tâches réparties. Arroser les plantes, nettoyer le sol de la terrasse, vérifier le courrier, nourrir Max avec ses croquettes spéciales 2 fois par jour aux mêmes heures. C'était une liste. Et mon nom n'apparaissait pas en tant que maman. C'était juste elle. Elle s'occupe de la maison. Mon cœur s'est serré, comme si on m'expulsait de mon propre titre. Le 3e soir, j'ai reçu un message vocal d'elle. « Maman, juste un petit mot pour te rappeler que la climatisation de la chambre d'amis goûte parfois. Essaie de ne pas la laisser allumer en permanence, d'accord? Et, si tu as le temps, nettoie les filtres. Bisous. » Je l'ai écouté 3 fois. Si tu as le temps, croyait-elle vraiment que j'étais là à ne rien faire? Que ma vie n'était que du temps libre à sa disposition? Je suis allée à la buanderie, j'ai poussé la porte de l'armoire et j'ai trouvé la fameuse somme. 2 billets de 50 €, pliés comme un pourboire. À ce moment-là, quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas bruyant, c'était intérieur. Comme si la vie me montrait, sans aucune délicatesse, le rôle qui me restait. Gardienne de remplacement, la cuisinière de service, la femme de ménage officieuse, la femme qui fut un jour mère et qui était maintenant devenue une collaboratrice. Je me suis assise sur le sol de la buanderie. Max est venu, a posé son museau sur mon genou. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de honte. Ce n'était pas la honte d'être là. C'était la honte d'avoir mis si longtemps à comprendre. Ma fille ne me voyait pas comme une mère. Elle me voyait comme une main-d'œuvre fiable. Et le pire, c'est moi qui le lui avais appris. À être toujours disponible. À tout accepter en silence. À sourire, même quand le cœur faisait mal. Je le lui ai appris. Je l'ai permis. Et maintenant, j'en voyais le résultat. Je me suis levée, j'ai pris une profonde inspiration et je suis retournée dans le salon. Mais à ce moment-là, je savais déjà, quelque chose allait changer. Je ne savais pas encore comment. Mais pour la première fois, j'ai commencé à envisager une idée impensable. Partir, sans prévenir, sans demander la permission, sans laisser de mots. Juste déserter ma fonction et me souvenir de qui j'étais avant d'être seulement elle. Le soir de la Saint-Sylvestre, la maison était silencieuse. Sauf Max, qui grattait le tapis en essayant de creuser quelque chose d'imaginaire. J'ai quand même préparé le dîner. Poulet rôti aux pommes de terre, riz aux amandes et une tarte tatin qu'elle adorait quand elle était enfant. J'ai couvert la table avec la nappe brodée de ma mère. J'ai allumé 2 bougies. Je me suis assise seule. J'ai attendu. Je savais que personne ne reviendrait. Mais une partie de moi faisait encore semblant qu'elle appellerait peut-être. Qu'elle dirait « Reviens, maman. Viens fêter avec nous. » Mais l'appel qui est venu était différent. C'était elle. En appel vidéo. La mère en arrière-plan. Lunettes de soleil, cheveux attachés, grand sourire. « Maman, je t'appelle juste pour te souhaiter une bonne année. Regarde, Léo. » Mon petit-fils a fait un signe, avec ses brassards. « Maman, tu ne vas pas le croire. L'hôtel est magnifique. Demain, on fait un tour en hélicoptère. » J'ai essayé de sourire. « C'est super, ma chérie. Vous le méritez. » « Et toi, tout va bien là-bas ? » ?»« Oui, tout est en ordre. »« Ah, super. Je te rappelle plus tard, d'accord ?» Elle n'a pas demandé ce que j'avais fait pour le dîner, ni comment je me sentais, ni même si j'avais besoin de quelque chose. L'appel a duré exactement 2 minutes et 34 secondes. Ensuite, le silence. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai crié. Pas fort. Un cri intérieur. Sourd. Je me suis levée de table, j'ai pris la tarte entière à 2 mains et je l'ai jetée directement dans la poubelle. Sans regret. Max a sursauté. J'ai reculé, en m'excusant auprès du chien comme s'il était humain. Je me suis rassise. Le téléphone a vibré. Cette fois, c'était Émilie, la belle-sœur. « Salut Hélène, juste pour te dire, j'ai laissé du linge sale dans la buanderie. »
Tu pourras t'en occuper quand tu auras un moment? J'ai profité que tu étais là, tu comprends? J'ai profité que tu étais là. J'ai respiré profondément. J'ai répondu simplement « oui », parce que je n'avais pas la force de discuter. Pas ce soir-là. Je suis allée à la buanderie, j'ai pris la pile de linge et j'ai commencé à le plier. Et c'est là que l'eau du bac m'a éclaboussé ma blouse neuve, la seule que j'avais mise de côté pour ce jour-là. J'ai senti le tissu glacé sur ma poitrine. Je me suis regardée dans le miroir de la buanderie. Les cheveux attachés à la va-vite, des cernes profonds, une femme mouillée, épuisée et invisible. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Un sursaut. Je suis retournée dans le salon. C'était un livreur. Il déposait un panier garni. Un cadeau pour Chloé. Du vin chilien, des chocolats fins, une bougie parfumée. C'est vous qui avez commandé? Non, c'est pour ma fille. Le nom? Chloé Martin. Il a souri. Ah, bien sûr. On livre beaucoup de coffrets ici. C'est une famille chanceuse. J'ai signé. Je suis restée à regarder le panier pendant un moment. Puis je l'ai porté dans sa chambre. Je l'ai laissé là, sur le lit. Je me suis assise dans le fauteuil. Sur la petite table, une pochette de documents. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Carte de crédit, police d'assurance, papier volant. Parmi eux, un vieux cahier. Un journal de son adolescence. J'ai commencé à le feuilleter. Et là, j'ai trouvé un de ses textes. Quand je serai grande, je veux offrir une maison à ma maman. Avec un jardin, un hamac et une odeur de gâteau. Je veux qu'elle ait tout ce qu'elle n'a jamais eu. Mes yeux se sont remplis de larmes. Voilà la Chloé que j'avais élevée. Celle qui me promettait des choses en chuchotant sur mes genoux. Où s'était-elle perdue? Je suis retournée sur le canapé. Encore une notification. Cette fois, c'était Chloé elle-même. « Maman, Émilie va aussi te laisser son chat le 3, juste jusqu'au 5. Elle a dit qu'elle pouvait te faire confiance. Elle n'a pas demandé si je pouvais. Elle a informé. » J'ai souri. Un de ces sourires qui n'atteignent pas les yeux. Je me suis levée. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais nettoyée, rangée, dans laquelle j'avais cuisiné, et j'ai réalisé une chose simple. Je ne vivais pas ici. Je servais ici. Je ne faisais pas partie de la famille. J'étais la structure de soutien. Comme une table. On ne la remarque que lorsqu'elle manque. Et même là, on la remplace par une autre. C'est alors que la sonnette a de nouveau retenti. Un autre livreur. Cette fois, une enveloppe. C'était un cadeau de Julien, mon gendre. Un petit souvenir, comme le disait le mot. Je l'ai ouverte. C'était un bon d'achat de 20 € dans une animalerie. Pour que tu achètes quelque chose à ton nouveau compagnon, Max, lol, cela m'a déchiré. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Je me suis assise sur le sol du salon, l'enveloppe à la main. Max est venu, s'est couché sur mes genoux. Là, seul, avec un bon d'achat à la main et le chien sur les genoux, j'ai compris. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était du mépris. Délicat, mais du mépris. J'avais laissé les autres me réduire. Et maintenant, soit je réagissais, soit je passerais le reste de ma vie à être l'ombre de ce que j'avais été. Je suis restée là, par terre, un temps que je n'ai su mesurer. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je suis juste restée. Avec le bon d'achat à la main, le mot sur les genoux, et Max respirant au rythme de celui qui ne porte aucune culpabilité. La lumière du salon vacillait comme une bougie sur le point de s'éteindre. L'horloge indiquait presque minuit. C'était le premier jour de l'année, une nouvelle année, et j'étais là, la commençant exactement là où j'avais terminé la précédente. Oubliée. Je me suis levée lentement. Je suis allée au miroir de la salle de bain. Je me suis regardée. J'ai essayé de sourire. Je n'ai pas réussi. Je me suis fixée comme si je regardais une autre femme, une étrangère, quelqu'un qui s'était perdu en chemin à trop vouloir plaire. La voilà, la mère dévouée, la grand-mère affectueuse, la femme qui disait « tout va bien » quand ça faisait mal, qui disait « laisse, je m'en occupe » quand elle était épuisée. Mais pour la première fois, cette femme semblait vide. Je suis allée dans la chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert le sac où je gardais mes affaires. À l'intérieur, entre un peigne cassé et une vieille trousse de toilette, il y avait une enveloppe pliée, l'une des nombreuses que ma mère m'avait écrites avant de partir. Je les avais toutes gardées, mais celle-là avait quelque chose de spécial. Du papier jauni, une écriture ferme et une phrase sur le dessus. « Pour le jour où tu oublieras qui tu es ». Je l'ai ouverte. Ma fille,
Si un jour tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais pas la femme que tu vois, arrête-toi, respire et recommence. Tu n'es pas né pour servir. Tu es né pour qu'on se souvienne de toi. Les mots m'ont tranché comme un rasoir, pas par la douleur, mais par la reconnaissance. Ma mère savait. Elle aussi était passée par là. Elle avait été effacée en silence pendant des années, par son mari, par ses enfants, par le monde. Et pourtant, elle m'avait appris à sourire. Peut-être que c'est pour ça que j'avais tant accepté. Parce qu'on m'avait appris qu'aimer, c'était céder. Qu'être bonne, c'était ne jamais dire non. Qu'être une femme, c'était être un pont pour que les autres traversent, même s'ils laissaient des traces de chaussures sur votre dos. Mais à cet instant, j'ai réalisé. Je ne voulais plus être un pont. Je voulais être une destination. Je me suis levée. J'ai ouvert la valise que je n'avais pas encore défaite depuis mon arrivée. J'ai plié mes vêtements calmement. J'ai remis mes livres, mon chargeur, mon carnet de notes. Je suis allée à l'armoire de Chloé et j'ai pris la petite boîte où elle gardait de vieux documents. Un souvenir de son enfance. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qu'elle avait clairement oublié. Un contrat d'achat d'un terrain à mon nom. Fait il y a des années, quand elle disait encore que nous construirions une maison ensemble. Un rêve qui ne s'est jamais réalisé. C'était symbolique, mais c'était là. Mon nom, mon droit, mon histoire. Cela a ravivé quelque chose. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée à la cuisine. J'ai ouvert le placard du haut, celui que je n'atteignais qu'avec une chaise. Et il était là, le petit coffre-fort qu'elle utilisait pour garder des documents. J'avais la clé. Elle ne changeait jamais. C'était un mot de passe stupide, la date de mon anniversaire. J'ai tourné les chiffres. Il s'est ouvert. À l'intérieur, un dossier avec des relevés bancaires. Le compte que ma mère avait laissé à mon nom, des années auparavant. Ce n'était pas une fortune, mais c'était plus que ce que j'imaginais. Assez pour louer un endroit à moi, pour voyager, pour recommencer. J'ai refermé le coffre. Je me suis assise à table. Max me regardait comme s'il pressentait un changement. J'ai pris un papier et un stylo. J'ai écrit un mot. « Chloé, merci de m'avoir fait confiance pour garder Max. Il est adorable, comme tu l'étais. Prends soin de ta maison, de ta famille et de ta conscience. Quand tu me chercheras, je serai ailleurs. Pas physiquement, mais émotionnellement. Ne me cherche pas avec de la culpabilité, ni avec des cadeaux. Seulement avec la vérité. » J'ai signé. Je l'ai plié. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. J'ai respiré profondément. Je suis retournée dans la chambre. J'ai fermé ma valise. J'ai serré Max dans mes bras un instant. Il m'a léché la main, comme pour me dire au revoir. Je suis sortie en silence. Le portail a grincé comme pour avertir que quelque chose se fermait. Il faisait nuit noire quand je suis arrivée à mon petit appartement. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai allumé la lumière du salon. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis assise par terre, seule, pour la première fois depuis longtemps, par choix. Là, j'ai réalisé que l'humiliation de cette semaine n'était pas seulement ce qu'on m'avait fait. C'était ce que j'avais accepté. Mais maintenant, je n'acceptais plus. Si cette histoire fait écho à quelque chose en vous, respirez. Parfois, c'est en écoutant la douleur de l'autre qu'on comprend la sienne. Aimez la vidéo et commentez ce qui vous a touché jusqu'à présent. Parce que partager un sentiment, c'est aussi une façon de guérir. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, pas par insomnie, mais par paix. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas sentie ainsi, légère. Ma valise était dans un coin du salon. La fenêtre ouverte laissait entrer une brise fraîche avec une odeur de nouveau départ. C'était le premier jour du reste de ma vie, et pour la première fois, je n'étais à la disposition de personne. J'ai fait du café, comme je l'aime, fort, sans sucre. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une feuille de papier blanche et une question en tête. Si tu pouvais recommencer, où irais-tu ? Je n'ai jamais su répondre à cette question. Mais ce jour-là, une ville m'est venue à l'esprit de façon quasi automatique. Buenos Aires. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma mère en parlait comme d'un lieu magique. Peut-être parce que c'est là que mon père et elle ont vécu les seuls mois heureux avant l'abandon. Ou peut-être parce que, pour la première fois, je voulais aller dans un endroit où personne ne me connaîtrait seulement en tant que mère. J'ai fini mon café et j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché des billets d'avion. J'ai trouvé une promotion. Un aller pour dans 5 jours. Mon doigt a plané sur le bouton d'achat. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Ce n'était pas la peur. C'était cette vieille voix en moi. La voix qui disait toujours «
Attends encore un peu, sois rationnel, pense aux autres. Sauf que, pour la première fois, j'ai voulu écouter une autre voix, la mienne. Le cœur battant, j'ai confirmé l'achat. Et quand l'email de confirmation est arrivé, j'ai souri. C'était comme si une porte s'était ouverte en moi. Une porte qui était restée verrouillée bien trop longtemps. J'ai passé la journée à organiser des papiers, des documents, des vêtements. Je suis allée à la banque. J'ai demandé à accéder au compte laissé par ma mère, celui que j'avais découvert dans le coffre. La directrice m'a accueillie avec surprise. « Madame, vous êtes l'unique bénéficiaire. Votre mère était très discrète. Elle disait qu'elle voulait garantir votre liberté un jour. » J'ai signé les papiers d'une main ferme. Le montant était plus élevé que ce que j'imaginais. Il ne me rendait pas riche, mais il me rendait libre. Je suis sortie de la banque avec la certitude qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, j'ai dormi sans l'oreiller de la culpabilité. Mais le lendemain, j'ai reçu l'appel. C'était Chloé. « Maman ?» Sa voix était différente, moins assurée. On est arrivé. « Mais où es-tu » J'ai dégluti. « À la maison. »« Mais... et Max ?» Il est avec une jeune femme que j'ai engagée. Elle s'en occupe très bien. Je lui ai déjà tout apporté. Les croquettes, les jouets, les serviettes. Silence. « Tu es parti ?»« Oui. » Sans prévenir, sans demander la permission. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a juste pris une profonde inspiration. « Maman, je pensais que tu resterais plus longtemps. La maison est en désordre. Léo demande après toi. » Je suis restée silencieuse une seconde. Moi aussi, je pensais que je resterais plus longtemps. Et puis j'ai réalisé que j'occupais une place qui n'était pas la mienne. Ne dis pas ça. Je ne le dis pas avec colère, Chloé. Je le dis avec clarté. Elle est restée muette. J'ai continué. Pendant longtemps, j'ai cru que tu m'appelais parce que tu avais besoin de moi. Aujourd'hui, je vois, tu m'appelais parce que tu savais que j'acceptais tout. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas là pour débattre de ce qui est vrai pour toi. Je suis là, enfin, pour vivre ma propre vérité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse réagir. Je tremblais de l'intérieur, mais je ne regrettais rien. Le même après-midi, je suis allée dans un magasin de valises. J'en ai acheté une neuve, bleu marine, grande, avec des roulettes silencieuses et une poignée renforcée. C'était symbolique. Comme pour dire, maintenant, je voyage par choix, pas par fonction. Je suis rentrée, j'ai rangé mes vêtements avec soin, j'ai préparé mes documents, j'ai imprimé mon billet. Et enfin, j'ai pris le vieux cahier où j'avais commencé à écrire sur tout ce que j'avais vécu. Chaque ligne était une cicatrice transformée en mots. Je l'ai fermé avec une agrafe et j'ai écrit sur la couverture « La femme qui fut un jour mère » et qui découvrit ensuite qui elle était. Il restait 4 jours avant le départ, mais mon âme était déjà partie. Le lendemain matin, j'ai reçu le premier message. C'était de Julien. On s'est inquiété. Chloé a pleuré toute la nuit. Tu peux venir lui parler ? J'ai regardé le téléphone pendant de longues secondes. Je n'ai pas répondu. J'ai fait du thé. J'ai écrit une autre page dans mon carnet. Et je suis sortie faire un tour dans le quartier. J'ai senti le vent sur mon visage. J'ai remarqué les arbres, les détails. Et je me suis surprise à réaliser à quel point j'avais cessé de me remarquer moi-même. Cela faisait des années que je marchais toujours pressée, accomplissant des listes, résolvant des crises, essuyant des larmes qui n'étaient pas les miennes. Mais maintenant, tout était à moi. Le temps, le silence, les pas. Je suis rentrée avec du pain frais, des fleurs simples, et le sentiment que la vie pouvait encore être belle, même après tant d'oubli. À midi, un autre message. Cette fois, de Chloé. « Maman, tu as 1 minute ?» Cette fois, j'ai répondu. « J'en ai une. » Elle m'a appelée. Elle ne pleurait plus. Elle était froide. « Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu partie comme ça ?» J'ai respiré profondément, parce qu'il n'y avait plus moyen de rester. « Mais tu n'aurais pas pu au moins prévenir ? La maison était pleine de tes affaires, et Max était perdu. Et combien de fois ai-je été perdue dans cette maison, Chloé ? » Silence. « Maman, pas la peine de dramatiser. » J'ai souri. Sa voix avait toujours ce ton, celui qui minimisait tout ce que je ressentais. « Je ne dramatise pas. J'existe. C'est peut-être nouveau pour toi. » Elle a dégluti, puis elle a essayé de changer de ton. « Tu es blessée. » »« Non, je l'ai été. Maintenant, je suis en construction. » Elle a hésité. « Tu vas vraiment partir en voyage ? » J'ai déjà acheté le billet. « Pour où ? Buenos Aires ? Seul ?
avec moi-même. Elle a soupiré. Et quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas encore. Et Léo? Tu lui manques. Moi aussi, je me manquais à moi-même, ma fille. Son silence a pesé de l'autre côté de la ligne. Nous avons raccroché sans dispute, sans réconciliation, juste avec une nouvelle distance. Pas physique, mais émotionnelle. J'ai fermé mon téléphone et j'ai ressenti une paix étrange. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. L'après-midi, je suis allée dans une librairie. J'ai acheté 2 romans et un nouvel agenda. Je me suis assise dans un café, j'ai commandé une part de gâteau et un cappuccino. J'ai ouvert l'agenda et j'ai commencé à planifier. Mais ce n'étaient pas des tâches, c'était des envies. J'ai écrit sur la première page « Marcher sans but », visiter un marché de rue, danser un tango avec un inconnu, m'asseoir seul dans un restaurant chic, rire aux éclats sans m'excuser. C'était ridicule peut-être, mais pour moi, c'était tout. Je suis rentrée en fin d'après-midi. La lumière dorée frappait le mur, les valises prêtes, l'âme légère. Le lendemain, un appel inattendu. C'était Béatrice, ma sœur, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai appris pour le voyage. Chloé me l'a dit. J'imagine le ton qu'elle a employé. Béatrice a ri à l'autre bout du fil. Elle est perdue, mais peut-être qu'elle en a besoin. On a tous besoin de se perdre un peu pour se retrouver. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des décennies. « Je suis fière de toi. Je suis restée sans voix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et profite. Ce sera magnifique. » J'ai raccroché, les yeux humides. Cette nuit-là, j'ai ouvert le placard et j'ai pris une vieille boîte. À l'intérieur, des lettres que je n'avais jamais envoyées. Des lettres à moi-même. L'une disait « Hélène, un jour tu comprendras que c'est toi qui as créé le monde des autres. Mais tu peux aussi créer le tien. » Je l'ai lu à voix haute et j'ai souri. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière qui inondait la chambre. C'était l'avant-dernier jour avant le voyage. J'ai fait des crêpes, j'ai écouté de la musique, j'ai dansé dans la cuisine. Oui, seule, mais pas solitaire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse, sans raison. L'aéroport était plus bondé que dans mes souvenirs. Des enfants qui courent, des voix en différentes langues, des valises qui glissent sur le sol brillant. Et moi, debout au milieu de tout ça, tenant mon billet d'une main ferme. J'avais mis le rouge à lèvres que j'avais acheté la veille. C'était une teinte que j'avais toujours trouvée trop audacieuse. Mais ce jour-là, je voulais me voir différemment, plus vivante, plus entière. J'ai passé le contrôle de sécurité, j'ai regardé ma valise avancer sur le tapis et j'ai pensé « la voilà qui part ». Le bagage de la femme qui est toujours restée. Je partais. Pas seulement pour Buenos Aires, mais vers moi-même. Je me suis assise dans la salle d'embarquement et j'ai ouvert mon carnet. J'ai barré les 2 premières envies de ma liste. Marcher sans but, danser avec un inconnu. Oui, parce que chez moi, la veille au soir, je m'étais permis de danser. J'ai mis un vieux boléro et, le rideau tiré, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon corps se souvenir qu'il savait encore bouger avec grâce. Dans cette danse solitaire, j'ai découvert quelque chose. Je n'avais plus besoin de public. La voix dans le haut-parleur a annoncé mon vol. Je me suis levée calmement. C'est alors que j'ai entendu mon nom. Madame Hélène? Je me suis retournée. C'était Chloé, seule, sans son mari, sans son fils, sans maquillage, les yeux gonflés, le visage pâle. Elle marchait vite, débraillée, comme quelqu'un qui a couru du parking jusqu'à la porte d'embarquement. Elle s'est arrêtée devant moi, essoufflée. « Maman, écoute-moi. » Je suis restée silencieuse. Elle a pris une profonde inspiration. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que tu es partie, on dirait que la maison est plus grande, plus froide. Léo demande tout le temps après toi. Et moi, j'ai réalisé des choses. Comme quoi? » Elle a baissé les yeux. J'ai été une fille ingrate. Elle m'a regardée, les larmes aux yeux. Je pensais que tu serais toujours là, que prendre soin de nous était ton devoir. Qu'aimer signifiait tout supporter. Je trouvais ça beau, ta force. Mais je ne me suis jamais arrêtée pour demander à quel prix. Je me suis rassise. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a continué. Je n'ai pas su t'aimer correctement, maman. Je t'ai utilisée. Je t'ai fait entrer dans le moule de mes besoins. Et quand tu as dit non, j'ai trouvé ça mal. Mais maintenant, en te voyant ici, avec cette valise, ce rouge à lèvres, cette assurance, je te vois.
Pour la première fois, je me vois en toi. Elle m'a pris la main. Pardonne-moi. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai respiré. Ce n'est pas facile, ma fille. Grandir, c'est ça. Comprendre que nos parents ne sont pas éternels. Que l'amour que nous donnons doit aussi nous revenir. Elle a de nouveau pleuré. Je ne veux pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu. Je me suis seulement retrouvée. Elle a souri à travers ses larmes. Tu vas vraiment à Buenos Aires? J'y vais. Pour combien de temps? Le temps que je voudrais. Elle a ri en pleurant. C'est si nouveau de t'entendre dire ça. Et oui, la nouvelle Hélène est une femme qui choisit. J'ai regardé l'horloge. L'embarquement commencerait dans 10 minutes. Elle s'est levée avec moi. Maman, si un jour je le mérite, tu reviendras? Peut-être, ou peut-être que je t'inviterai à me rendre visite, mais pas pour garder un chien, pour boire du vin, pour se promener main dans la main dans un marché. Elle a hoché la tête. Et Léo? Dis-lui que sa mamie est partie voler, mais qu'elle a laissé de l'amour éparpillé dans la maison, dans les livres, dans les assiettes, dans les histoires, et qu'il peut retrouver tout ça chaque fois qu'il voudra se souvenir de qui elle est. Elle m'a serré fort dans ses bras, pour la première fois, non pas comme une fille, mais comme une femme reconnaissant une autre femme. Merci d'être partie, maman. J'étais émue. Elle a murmuré « Parfois, on n'apprend que par l'absence ». Le haut-parleur a appelé mon nom. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai marché vers la porte d'embarquement sans me retourner. Pas par fierté, mais parce que j'avais déjà vu ce que j'avais besoin de voir. Elle m'avait enfin vue. Et maintenant, ce qui m'attendait m'appartenait. Dans le siège de l'avion, j'ai fermé les yeux. Je me suis remémoré chaque petit moment où je me suis effacée pour éclairer les autres. Et j'ai remercié. Parce que même effacée, je n'avais jamais cessé de brûler à l'intérieur. Maintenant, j'étais un incendie. Tandis que l'avion traversait les nuages, une paix étrange m'a enveloppée. Ce n'était pas une joie euphorique. C'était quelque chose de plus profond, un calme mature, de ceux qui viennent après l'ouragan. J'ai fermé les yeux, et même entourée d'inconnus, je me suis sentie entière. J'ai atterri à Buenos Aires, le cœur plus léger que ma valise. Le taxi m'a conduite au petit studio que j'avais loué dans le centre, rien de luxueux, mais il y avait un balcon et une plante à la fenêtre. J'aimais déjà cet endroit. Les jours suivants, j'ai marché dans les rues comme quelqu'un qui cherche des souvenirs qu'il n'a jamais vécus. J'ai souri à des gens qui ne parlaient pas ma langue. J'ai mangé des empanadas sur le trottoir. Je suis entrée dans des cafés juste pour leur odeur. À chaque pas, je sentais des parties de moi revenir. Le 5e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro connu. C'était Julien. « Bonjour Hélène. Excusez-moi de vous déranger. Je vous écoute. C'est que... Chloé, elle ne va pas bien. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé? Depuis que vous êtes partie, elle est devenue introspective. Elle a regardé de vieilles photos. Elle s'est mise à écrire. Et hier, elle a eu une crise de larmes. Je suis restée silencieuse. Elle dit qu'elle se sent coupable. Qu'elle a perdu la seule femme qui tenait tout ensemble. J'ai pris une profonde inspiration. Et maintenant, elle doit apprendre à tenir ses propres affaires. Je sais, mais j'ai aussi fait des erreurs. Oui, vous avez fait des erreurs ensemble. De l'autre côté, le silence. Allez-vous revenir? Peut-être, mais pas comme avant. Julien a cherché ses mots. On va s'adapter. Je vous le promets. Vous n'avez rien à me promettre. Vous devez vous promettre à vous-même de regarder avec d'autres yeux celle qui a toujours été là. Nous avons raccroché sans promesse. Cette nuit-là, je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin. Je me suis souvenue de l'époque où, plus jeune, je rêvais de découvrir le monde. Mais le monde, pour moi, a toujours été fait de personnes. J'étais le monde de tout le monde, sauf le mien. Maintenant, je l'étais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de Béatrice, ma sœur. J'ai pensé à notre mère aujourd'hui, à sa façon de parler bas, mais de vivre fort. Tu as beaucoup d'elle, tu sais? J'ai souri. Elle a continué. Chloé m'a contactée. Elle m'a dit qu'elle t'écrivait une lettre, qu'elle relisait son propre journal d'adolescente. Elle est en train de revenir à ses origines. Je suis restée silencieuse, à l'écoute. Je crois que ton absence a été la plus grande présence qu'elle ait jamais eue. J'ai raccroché, les larmes aux yeux. La semaine suivante, la lettre est arrivée, dans une enveloppe simple, avec mon écriture préférée sur l'expéditeur, la sienne. J'ai ouvert lentement, et j'ai commencé à lire. « Maman, cela fait plusieurs jours que j'essaie d'écrire ceci. J'ai effacé, réécrit, pleuré.
Je voulais te demander pardon, mais pas avec des mots faciles. Je voulais que tu saches qu'aujourd'hui, après avoir vu ta valise partir, ton rouge à lèvres, ta force, j'ai compris. Tu m'as appris à être forte. Mais tu as oublié de me montrer que tu étais aussi une personne qui se fatigue, qui souffre, qui saigne. J'ai été injuste. Et au fond, je le savais. Mais c'était confortable. Maintenant, te voir là-bas, vivre. C'est comme si une partie de moi voulait suivre tes pas. Reviens quand tu voudras, mais reviens en étant toi-même. Parce que c'est cette femme que je veux avoir près de moi. Avec amour et nostalgie, Chloé. J'ai plié la lettre avec soin. J'ai serré le papier contre moi comme on serre sa fille dans ses bras. Le même après-midi, je suis allée à la feria de San Telmo. J'ai acheté une écharpe bleue, un livre ancien et un petit bout de papier avec une phrase écrite à la main. Elle a cessé de s'expliquer et elle a commencé à être. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai dansé le tango sur la place, avec un homme qui ne m'a pas demandé mon nom. Il m'a juste tendu la main et m'a guidée au son de la mélodie. Et pour la première fois, personne ne m'a demandé qui j'étais. J'étais, tout simplement. Je n'aurais jamais pensé me redécouvrir un jour, à 63 ans. J'ai toujours cru qu'à ce stade de la vie, il ne restait plus qu'à entretenir ce qu'on avait construit. Mais qu'avais-je construit? Pendant des décennies, j'ai été un pilier. Pour ma fille, pour mon ex-mari, pour ma mère malade, pour la maison, les petits-enfants, les voisins. J'ai soutenu le monde de tout le monde avec des mains silencieuses. Et à la fin, je me suis retrouvée, seule, au fond d'une buanderie, avec un bon d'achat pour des croquettes à la main. C'est là que j'ai compris. Soit je changeais, soit je devenais poussière. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une décision lente, douloureuse et définitive. J'ai compris qu'aimer, ce n'est pas porter. C'est marcher à côté. J'ai compris que le don sans limite devient de l'exploitation. Et que celui qui n'entend jamais un non de votre part apprendra difficilement à dire oui par amour. C'est pourquoi je suis partie, pas pour fuir, mais pour revenir à moi. Et c'est à chaque pas hors de la routine, à chaque café pris seul, à chaque silence loin du bruit des exigences des autres, que j'ai commencé à m'entendre pour la première fois. La femme qui est renée ici porte encore les rides, les douleurs aux genoux et la nostalgie dans son cœur. Mais maintenant, elle porte aussi quelque chose qui manquait auparavant, la dignité émotionnelle. Parce qu'il ne suffit pas d'être forte, il faut être entière. Et l'intégrité ne se mendie pas, elle s'exige, elle se soutient, elle se cultive. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne me blâme plus d'avoir cessé d'être là. Je suis fière d'avoir enfin été ici, en moi. Et s'il y a une chose que je veux que ma fille apprenne de cela, c'est qu'aucune femme n'est née pour qu'on se souvienne d'elle seulement quand elle manque, mais plutôt pour être honorée pendant qu'elle est là. Chloé m'envoie des messages chaque semaine. Maintenant, il commence par « Salut maman, comment vas-tu ?» et se termine par « Je t'aime, merci de m'avoir appris ». Elle m'envoie des photos de Léo qui fait des dessins. L'autre jour, il a dessiné une femme avec une valise bleue et a écrit en dessous « Ma mamie est libre ». J'ai pleuré, mais c'était différent cette fois. C'était ce genre de pleurs qui purifient. Julien, plus réservé, a commencé à m'envoyer des livres. Celui-ci a un personnage qui me rappelle toi, a-t-il écrit sur un mot. Je n'ai pas encore répondu, mais j'ai lu le livre en entier. Béatrice et moi nous sommes rapprochés. Nous avons prévu de voyager ensemble en avril, en Italie. Un vieux rêve à toutes les deux que nous repoussions toujours. Et Max? Max a été adopté par une voisine de Chloé. Selon elle, Max est différent. Plus calme, plus serein, moins anxieux, a dit la nouvelle propriétaire. Peut-être que les chiens sentent quand la douleur change de maison. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement dans le quartier de Palermo. Il y a de la lumière le matin, une supérette au coin de la rue et un voisin âgé qui me salue toujours avec un « Buenos dias, Hermosa ». J'ai une routine légère. J'écris, je lis, je marche. L'après-midi, je m'assois sur un banc dans un parc et j'observe les gens. Et je pense, combien de femmes assises là se sentent effacées, comme je me sentais. Parfois, je souris. Parfois, je ferme les yeux et je remercie simplement de m'être réveillée à temps. La maison de Chloé est toujours au même endroit. Mais elle, d'après ce qu'elle me raconte, a commencé à tout redécorer. Elle a enlevé la vieille bibliothèque. Elle a accroché de nouveaux tableaux. Elle dit que, petit à petit,
la maison devient plus légère, comme si un poids invisible était retiré des murs. Elle m'a demandé si j'accepterais de revenir pour le prochain Noël. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais après y avoir réfléchi, j'ai dit « Si c'est pour m'asseoir à table comme une invitée et non comme une employée peut-être ». Elle a compris. Aujourd'hui, je ne m'excuse plus pour rien. Je ne me justifie plus autant. Et j'ai appris quelque chose d'essentiel. La liberté commence au moment où vous cessez de demander la permission d'exister. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être bonne, c'était être utile. J'ai cru que le véritable amour était celui qui supporte tout en silence. Qu'une vraie mère était celle qui était toujours là, prête à tout, même quand personne ne lui demandait comment elle allait à l'intérieur. Je me suis annulée, pour maintenir la paix, pour être acceptée, pour ne pas être traitée d'ingrate, jusqu'au jour où je me suis regardée dans le miroir et je ne savais plus qui j'étais. Il a fallu être mise de côté pour comprendre la valeur d'occuper mon propre centre. Aujourd'hui, je sais que ma présence n'est pas une obligation. C'est un choix, c'est un honneur, et que personne ne devrait se souvenir de vous seulement quand ça l'arrange. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous avez peut-être ressenti quelque chose de similaire. Peut-être que vous êtes cette femme, ou peut-être que vous en connaissez une qui prend soin de tout le monde, mais s'oublie elle-même, qui est toujours disponible, mais rarement invitée à s'asseoir, qui aime en silence, mais n'est jamais écoutée. Si cette histoire a résonné en vous, commentez ci-dessous. Moi aussi, j'ai appris à me choisir. Parce que oui, on aime encore. On prend encore soin. On se soucie encore. Mais maintenant, on se choisit aussi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se le rappeler. Avec une mère, une grand-mère, une amie, une sœur, avec cette femme qui est toujours là pour les autres, mais qui a un besoin urgent d'être là pour elle-même. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, racontez-le dans les commentaires. Votre histoire peut être la force dont une autre femme a besoin pour faire le premier pas. Parce qu'à la fin, le plus grand tournant de la vie n'est pas d'être reconnu par les autres. C'est de se reconnaître enfin dans le miroir et de dire « c'est moi, et maintenant, je reste pour moi ».